Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Témoin avec Adrien Royot, Laurent Fent avec vous, Adrien, pardon. Nous en étions donc à la fin de la première partie à dresser un petit peu le tableau de là où tu en étais quand tu avais la vingtaine, de ce qui t'animait, que ça soit par rapport à tes convictions politiques, spirituelles, et comment tu as, on va dire, entrevu, d'œuvrer pour agir sur le monde extérieur pour changer les choses. Euh, alors, c'est tout à fait légitime quand on a le bagage justement du grand-père, du père. Alors entre le fait d'avoir fui un régime, d'avoir ou d'être épris de liberté, de vouloir entre guillemets changer les choses, à œuvrer pour faire en sorte que demain puisse être un monde meilleur. En plus, ton grand-père a eu l'occasion de faire la résistance, a pris des initiatives pour changer la condition ou les conditions de vie de sa famille. Il s'est battu pour ça. De surcroît, le communisme, avec l'empreinte des années 60-70, bah, c'est légitime aussi qu'on puisse penser que ce dernier allait, entre guillemets, œuvrer à agir pour faire en sorte que les hommes soient un peu plus égaux les uns avec les autres. Et puis en même temps, de cette position, de cette transcendance et de ce corps social qui ferait obstruction entre le corps physique et puis le corps cosmique, eh bien de voir comment est-ce que tu te mettais en lien avec ce corps cosmique, cette transcendance, et quelle était peut-être sa place. Parce que finalement, dans ce que j'entends de ton parcours jusqu'à maintenant, c'est que le corps cosmique est intéressant, c'est un élément de la composition de cette tripartie, mais c'est pas le plus important. Le plus important, de ce que j'entends, ça aurait tendance à être ce corps social, qui est un système et qui prime sur l'individu. Et finalement, l'individu n'est qu'une machine ou un être conditionné à ce système qui suit le mouvement malgré lui en pensant peut-être être libre. Voilà. Par contre, la transcendance serait là, elle serait là. Qu'est-ce qu'elle jouerait comme incidence dans l'individu, où est le corps social? Tu nous as pas donné de réponse ou de ce que tu t'es forgé comme réponse. Ça reste très flou. Si ce n'est que il serait important dans ton raisonnement que l'individu puisse être en lien avec le corps cosmique, mais qu'il y ait le corps social qui est là, qui fait barrière ou obstacle. Donc, peut-être une réaction ou un commentaire sur ce que je viens de dire. Ouais, parce que c'est important. Sans doute dans le discours que j'avais dans la première partie, oui, ça semblait être flou et je comprends que ça le soit. Ça l'était certainement pour moi et c'est pour ça que ça s'exprime comme ça. Mais en même temps, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, et ça l'était déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait nécessité pour moi d'éviter que l'individu ne puisse pas s'épanouir pleinement par contact supérieur, par liaison directe avec le cosmique. Donc en fait, c'était ça l'idée. C'est que il m'apparaissait de toute façon que la solution était spirituelle et n'était que spirituelle. Un peu comme Malraux pouvait dire à la fin du XXe siècle, le XXIe siècle ne sera spirituel ou ne le sera pas. Pour moi, c'était ça. Sauf que j'y mettais peut-être pas les mots, si tu veux, et que j'étais bloqué par l'idée, par l'obsession du corps social. Mais c'était une réaction. C'est pas que le corps social m'intéressait plus que la liaison corps individuel, corps cosmique. C'est l'inverse. C'est que justement le danger m'apparaissait plus grand. C'était une réaction, quoi, un truc, une espèce de réaction, réaction directe, primitive de quelqu'un qui fuit un danger. Et je voulais absolument, et donc j'étais tellement focalisé sur ce danger que certainement j'en oubliais de faire un travail individuel, parce que il me semblait tellement naturel, ça me semblait tellement une évidence,
que de toute façon, l'évolution humaine, c'est une évolution spirituelle, vers un plus... En fait, parce que vers une plus grande conscience, tout simplement. C'est une élévation de conscience. Pour moi, il pouvait y avoir... le progrès de l'humanité était un progrès spirituel, était une évolution de conscience, devait l'être. Il n'y avait pas d'autre moyen. L'évolution matérielle soit, les progrès techniques soit, les libérations soit, mais avant tout, ou après tout ça, il y a, avant tout ça, il y a la... Sauf que moi, j'étais perdu dans cette obsession du corps social qui m'apparaissait comme un blocage absolu, comme ce qui coupe la liaison, ou ce qui potentiellement peut la couper. Et ce qui est une espèce de... Comme si le démon, c'était... il y avait ce truc, tu vois, ange et démon. Le démon, c'était la marchandise. Il fallait le vaincre. Pour pouvoir... accéder au corps cosmique. Ou conserver, simplement conserver cette liaison possible entre... Et donc, une élévation, une évolution possible de conscience. Alors, qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'expérimenter? Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de mettre en œuvre pour lutter contre ce corps social, ou en tout cas par rapport au dysfonctionnement qu'il y avait? Qu'est-ce que tu pensais qu'il était nécessaire de mettre en place et par quel biais? Alors là, ça a pris des formes bien différentes dans mon évolution. Au départ, il s'agissait de m'inscrire dans des mouvements militants et mais avant tout, il fallait que je comprenne ce qu'ils voulaient. Voilà, d'où la recherche autour de Marx, puisque tous se réclamaient de Marx, qu'ils soient anarchistes ou pas, il y avait toujours un fondement marxien. Donc c'était le centre. Il fallait que je comprenne ça. J'ai essayé de m'inscrire dans du militantisme. Ça n'a jamais fonctionné. Exemple. Par exemple, dans des mouvements. Alors, il y a eu une succession de périodes. Il y a eu un mouvement, Attaque, par exemple, à la fin des années 90, qui m'apparaissait qui me paraissait intéressant parce que justement, il visait à reconsidérer les choses et à avoir une action directe dans la rue ou sous forme d'association pour lutter contre pour mettre en œuvre cette fameuse taxe. Je sais plus d'ailleurs ce que c'était, j'ai carrément oublié. Une taxe, oui, c'est cette taxe-là sur la spéculation financière pour financer en fait les éléments nationaux les différents, on va dire, œuvres qu'il souhaitait mettre en place pour un monde plus juste. Oui, alors ça c'était le prétexte. Il y avait eu le démarrage avec cette taxe-là. Et puis ensuite, ça avait pris des formes différentes de contestation. Alors, j'ai participé à l'association Raoutin Attaque, et ça a duré très peu de temps. Alors, pourquoi ça a duré très peu de temps? D'abord parce qu'il y avait un rejet pour moi de toute forme de militantisme en réalité. Mais ça, je l'ai appris avec le temps. Et puis aussi, et surtout peut-être, parce que ce que je voyais, à Attaque et après dans d'autres mouvements, les volontaires, comment on appelle ça déjà? Les bénévoles? Non, tu sais, le mouvement des... bref, ça va me revenir, c'est pas grave. Il m'a paraissé dans tous ces mouvements-là que le but était de poser ses valises idéologiques et de réexaminer la question. Et ce que je constatais, moi, c'est que les gens arrivaient avec leurs valises, les posaient sur la table, les ouvraient et insistaient pour que tout le monde prenne les objets de cette valise, tu vois, idéologique. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un mouvement intéressant de remise en question, de remise à plat idéologique, mais en réalité, chacun y allait de son mouvement idéologique. Chacun conservait son étiquette. C'est-à-dire qu'il y avait des communistes qui arrivaient à Attaque, et ils étaient communistes. Il fallait pas, et même dans les discussions, il fallait qu'ils avancent des arguments communistes. Voilà. Les anarchistes y allaient de leur anarchisme, et les autres, les écologistes de leur écologie, et ainsi de suite. Et ça faisait pas du tout un mouvement. Ouais.
ça ne faisait pas du tout un mouvement qui visait à réexaminer les choses en profondeur, mais un mouvement qui simplement donnait l'occasion d'expression à des groupes qui n'avaient aucune forme n'avaient aucune plateforme commune, quoi. Et ça s'est vérifié d'ailleurs par la suite, puisque tout s'est divisé, tout s'est délité. Comme en politique d'ailleurs. Et comme en politique, c'est-à-dire qu'au lieu... Chacun dans sa chapelle. Chacun dans sa chapelle. Et tout le monde refusant de lâcher le moindrement un objet de cette valise. C'est ça le plus terrible. Alors que pour moi, il était question justement de remettre tout à plat. Puisqu'on s'intéressait puisque la plateforme commune c'était Marx par exemple, réexaminons Marx et essayons de voir ce qu'il a dit d'intéressant, comment il a décrit la société, comment on la comprend, etc. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité justement de consensus autour de questions très simples, de comment ça fonctionne économiquement, par exemple. Voilà, donc il y avait attaque, il y avait des mouvements écologistes. Bon, très vite, évidemment, j'ai pris aussi le chemin écologiste qui me paraissait hyper important. Je fais partie de la génération qui a vu René Dumont se présenter à la présidentielle en 1974, donc le premier écologiste, donc le début de l'écologie politique en fait. Et ces discours m'intéressaient évidemment beaucoup, puisqu'il était question de revoir la machine sociale dans son fonctionnement en respect avec la nature comme élément justement de ce corps cosmique. Je me rappelle d'Haroun Tazieff Tazieff, bien sûr, qui en parlait déjà bien. Ouais. Bah oui. D'autres mouvements, des syndicats peut-être aussi Non, les syndicats m'ont très très peu intéressé. Il y avait au début, vraiment toute prime jeunesse, il y avait les mouvements il y avait la CGT, puisque j'ai voté pour la première fois en 81, et au premier tour j'ai voté Marchais, communiste, comme mes parents, et au deuxième tour Mitterrand, bon, comme beaucoup. Et j'étais à cette époque-là évidemment très très intéressé par la CGT, et je participais à des mouvements étudiants ou plus tard le CPE, etc. Donc j'étais dans la rue dans ces mouvements-là, impliqué, mais sans avoir une forme de militantisme engagé à vendre l'UMA sur les marchés, etc. Parce qu'il y avait cette ambiguïté, c'est-à-dire que j'y participais, ça me paraissait important, et en même temps je me posais trop de questions. Comme je voulais remettre en cause et je voulais comprendre en profondeur tous ces éléments-là, tu sais, la distance intellectuelle et puis la pratique, l'action. Et d'ailleurs, il y avait ce conflit chez moi entre action et réflexion, tu vois. Et ça a duré très longtemps aussi. Les gens voulaient absolument que je participe à des trucs, m'incitaient à le faire. Et en fait, j'y allais, mais un petit peu, tu vois, à reculons. J'étais jamais très convaincu, en fait. En même temps, tu as eu l'occasion de faire plein d'actions très concrètes à travers notamment le milieu artistique. Oui, alors c'est plutôt là, en fait, que se trouvait vraiment mon action politico-philosophique. C'est-à-dire que je me servais de l'action artistique pour faire passer des messages. Je me voulais un messager du futur, en quelque sorte, ou un messager plutôt de la compréhension du présent. Et voilà. Il me semblait que c'était mal compris, donc j'avais, au moyen d'éléments artistiques, j'avais la possibilité de faire passer un message. Alors, donc j'essayais de le faire. Alors, une des choses importantes qui s'est passée dans ce registre-là, c'est ma mise en scène de Debord, parce qu'il y a une figure que je n'ai pas encore citée, mais qui a été extrêmement importante pour moi, c'est Guy Debord. Guy Debord a écrit en 1967 un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, il s'appelle La Société du spectacle, qui a eu un immense succès à la mort de Debord. Il est mort en 1994 et ça a eu énormément de succès. Sauf que là encore, il m'apparaissait que les gens le comprenaient mal. Le terme spectacle était très ambigu et était employé de manière complètement ridicule. Le spectacle de Debord n'a absolument rien à voir ni avec les médias, ni avec le spectacle artistique, ni avec rien de tout ça. Le spectacle, c'est simplement le mouvement de la marchandise, arrivé à un point où l'individu et le spectacle de lui-même est en spectacle par rapport à un monde,
Et il est spectateur de son monde, en fait. Il arrive en étant spectateur de son monde et pas acteur. C'est ça le spectacle de Debord. Et il était très très peu compris comme ça. Et donc un des moyens que j'avais, c'était d'exprimer, de faire parler Debord sur scène. Il s'exprimait très bien tout seul sans moi, puisque ses livres avaient pas mal de succès, mais peut-être que par la scène, j'avais la possibilité de faire grossir un petit peu les gens qui étaient susceptibles d'être intéressés par le public, en fait. C'était encore un peu mégalo. Et donc j'ai mis en scène avec mon ami Richard dans le rôle principal. Il y avait 2 acteurs, Ingirum imus nocte consumimur igni. Donc je vais faire un peu le pédant là. Donc c'est le titre d'un ouvrage de Debord, en fait un film de Debord, puisqu'il a fait des films. Et l'un de ces films portait ce titre. Et c'est très intéressant parce que Ingirum imus nocte et consumimur igni, c'est un palindrome qui se lit à l'envers et à l'endroit de la même manière. Donc c'est quelque chose qui tourne. Et c'est magnifique puisque ça signifie nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. Ce qui me semblait résumer complètement ce que je ressentais du monde. Nous étions enfermés dans un truc, nous tournions en rond dans cette nuit de la marchandise et nous étions consumés par le feu de la marchandise. Consommateur consumé, pas mieux. Voilà. Donc c'était le titre lui-même était magnifique. Ce que disait Debord dans ce film, parce que c'est essentiellement une voix off sur des images récupérées, un peu c'est un montage, était, moi, me mettait par terre, quoi. C'était vraiment l'introduction du film, la voix off, c'est une adresse directe aux spectateurs de cinéma, qui dit en gros, spectateurs qui n'étaient déjà pas tellement bourgeois, qui ne sont plus populaires, sont issus d'une même catégorie sociale, qui sont les serviteurs de la marchandise, les serviteurs satisfaits de la marchandise, en gros, en résumé. Et voilà ce que... Et c'était une autobiographie de Debord qui commençait par une adresse comme ça au public de cinéma. Donc il dessinait son parcours dans le Paris des années 50-60, dans le Paris qui disparaissait pour lui, et qui a disparu, qui disparaissait, dont il était le témoin de la disparition, et aussi dans une nouvelle ère de la Révolution. C'était pour lui, il fallait qu'il y ait une révolution de la vie quotidienne. Donc dans la vie quotidienne, nous manifestions déjà la possibilité révolutionnaire, que nous expérimentions déjà. Donc il y avait des éléments, un petit peu de vie communautaire, un peu sexuelle à partager, il y avait des éléments liés au cinéma, à l'activité artistique, qui consistait à détruire d'une certaine manière le cinéma, parce que ces premiers films, c'était des plans, des images en noir et blanc, et des images en couleur, en noir et blanc qui se succédaient, avec des voix off. C'était anti-cinématographique au possible. Et voilà, ça passait par une volonté de saper un peu les bases de l'art, d'aller faire un art révolutionnaire, quoi. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire d'autre? Alors il y a eu cette mise en scène qui a eu qu'un succès d'estime. Ensuite j'ai eu des activités d'installation artistique. Alors il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une installation artistique que j'ai faite à Autun, qui était une critique, qui se voulait une critique un peu du rapport justement du rapport de l'individu avec le spectacle qui était sa société. Et on avait, avec une amie plasticienne, installé dans l'ancienne prison d'Autun, qui est une prison circulaire en fait. Prison synoptique, il y en a quelques-unes en Europe qui restent, dont celle d'Autun. Et donc il y a une espèce de cour centrale, et puis les cellules étaient dispersées comme ça, ce qui fait qu'un gardien seul pouvait surveiller toutes les cellules. C'était l'idée 19e siècle.
Et on avait installé des écrans de télévision posés à l'envers, c'est-à-dire écran vers le haut, qui diffusaient des images des chaînes hertziennes normales. Et on avait suspendu un ensemble de poupons, tu vois, au-dessus de cette mer un peu bleutée, tu vois, d'écrans, des poupons qui semblaient un petit peu en lévitation au-dessus de ce champ de télévision. L'écran de télévision, ouais. Et autour, on avait investi aussi quelques cellules où il y avait des installations aussi différentes qui mettaient toujours en scène la télé, qui à l'époque m'apparaissait comme l'outil vraiment alors tu vois, d'aliénation totale. Et bon, cette exposition a eu pas mal de succès. C'était un moyen, encore une fois, d'exprimer des choses. Donc là, dans le cadre de l'artiste, avec ton statut, intermittent du spectacle, tu es, entre guillemets, quoi? Tu fais partie d'une troupe, tu as créé une association, qu'est-ce que tu fais? Alors avec Eulalie, donc elle ouvre des cours de théâtre à Autun. Donc nous passons de la banlieue parisienne à Autun, nous allons à la campagne. Besoin de sortir vraiment de Paris. Elle ouvre des cours de théâtre, je participe aux cours, je donne des cours, j'anime une troupe amateur de théâtre, j'écris, je mets en scène. Et ça dure comme ça plusieurs années. Je participe aussi à un groupe de musique, donc j'avais une double activité pendant un temps, musicale et théâtrale. Je participe à un groupe de musique qui s'appelait Chaophonic Tribu et qui s'appelle toujours, alors je ne sais plus s'ils sont encore en activité ou pas, j'ai perdu de vue. Mais Chaophonic Tribu, donc qu'on a créé avec deux amis. Et alors c'était des percussions africaines avec un didgeridoo électrique, une basse électrique, batterie, enfin tout un truc. On était 7 sur scène et ça a eu pas mal de succès. On a commencé par jouer dans des petits bars de rien du tout avec des percussions africaines et puis on a fini par jouer dans les gros festivals, festival de 10 000 personnes, 5 000 personnes quand même, en Bretagne, partout en France, et à jouer dans les salles moyennes de la France entière. On a pas mal tourné, j'ai tourné avec eux pendant 4-5 ans. Ça a été une expérience formidable. Là encore, je voulais, puisqu'il y avait un élément de trance dans cette musique qu'on faisait, ces percussions africaines, trance, j'y voyais moi l'occasion d'expression, j'y ai vu l'occasion d'expression, là encore d'un contact un peu mystique, puisqu'il y avait dans la transe, ça me renvoyait tout de suite à Dionysos, le dieu grec, et à Shiva, qui sont les mêmes dieux en fait. Donc c'était très intéressant pour moi de constater à quel point il y avait un syncrétisme déjà qui se manifestait. Dans différentes traditions. Différentes traditions, alors Shiva, Dionysos. Moi, ça me permettait d'étudier ces éléments-là, ça me permettait de les exprimer aussi. Je participais un petit peu à la mise en scène du groupe, à élaborer un petit peu philosophiquement ce que pourrait être l'expression du groupe. Et puis, ça a chopé sur la volonté des autres de faire uniquement de la musique. Donc, à chaque fois, il y avait chez moi l'idée de me servir d'outils artistiques pour exprimer quelque chose. Et en fait, alors que naturellement et de manière très légitime, et c'est moi qui faisais une erreur, il y avait pour les autres simplement la volonté de s'exprimer artistiquement, point. Voilà, et c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire quand on est artiste. Il faut s'exprimer. Il ne faut pas faire comme moi, réfléchir à des choses et essayer de passer des messages. C'est pas artistique, si tu veux. Donc il y avait sans arrêt une confrontation et il y avait sans arrêt chez moi une contradiction. C'est-à-dire j'utilisais l'outil artistique, mais pour d'autres choses que l'artistique. Il y avait une finalité. Il y avait une volonté, il y avait quelque chose. Il fallait que je dise quelque chose. Donc je me servais, donc dans les mises en scène de Debord, dans les installations artistiques. J'ai voulu faire donc une espèce de happening. Alors j'avais des idées
de happening, d'installation in vivo dans la rue, de choses, une chaise de tennis avec What is the game, tu vois, balader dans toutes les places d'Europe. Je voulais faire ça. J'ai pas réussi à le faire. Il y avait des idées à profusion. Hein. Dans les années entre 2000 et 2010, ça fusait de toutes parts. C'est-à-dire que vraiment là, machin, il y en a qui ont abouti, qui ont abouti à des réalités, à des véritables projets concrets, d'autres qui sont morts-nés. Mais quoi qu'il en soit, c'était ça. Le projet, c'était ça. Et donc, un des projets que j'avais, c'était aussi de diffuser dans l'espace public des t-shirts avec des symboles qui représentaient le monde dans lequel on vivait. Et je voulais que les gens portent ces symboles-là sur eux pour changer les choses. C'est-à-dire qu'il y avait déjà chez moi l'idée que peut-être des symboles ou des pensées pouvaient changer les choses. Tu vois, mais je ne le formulais pas comme ça, j'en étais pas conscient. Et pourtant, je le faisais. Pour moi, ces symboles pouvaient changer. Et je voulais que ça soit... Je voulais les vendre dans l'espace public. Ça n'a pas marché. Personne n'en voulait de mes t-shirts. Mais voilà, donc il y avait beaucoup de choses, d'éléments. Donc attaque, la simplicité volontaire, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Tu sais, tout ce mouvement de la simplicité volontaire, tous les mouvements un peu écologistes qui sont nés après l'écologie politique, tout ça, j'étais assez impliqué dedans. J'ai changé d'alimentation aussi à un moment. Je me suis mis à m'alimenter façon Seignalais. Alimentation hypotoxique. Extrême. Ouais, je suis allé assez loin là-dedans. D'ailleurs, je menaçais un peu de disparaître, tu vois. Tellement je suis allé loin. Et puis il y a eu aussi une période de crise assez importante à la fin de la période Chaophonique Tribu, quand j'ai quitté le groupe. T'avais quel âge là? Alors, c'était en 2004-2005, donc j'avais 40 et quelques années, quoi. 43 ans, 42. Je suis né en 62. Là, il y a eu une période de crise. Là, je me suis vraiment posé des questions sur. Là, il y avait. J'arrivais à une impasse terrible. Là, j'ai vécu vraiment une grosse. Alors, c'était pas vraiment une dépression, mais un gros doute sur ce que je faisais, sur les idées que j'avais, sur la manière que j'avais de vivre, vraiment tout, quoi. C'était vraiment terrible. J'étais d'ailleurs au bord de la fin. Là, j'ai connu le moment de presque de non-retour, quoi. Il y avait quelque chose, ça tournait en rond, je comprenais plus. Je suis sorti de ça. Attends, juste avant de parler de la sortie. Ouais. Est-ce que tu as compté le nombre de projets que tu as voulu réaliser ou que tu as réalisé? Tu les as comptés? Non. Est-ce que tu as à peu près, brûle pour point comme ça, entre les ONG, les associations, différents organismes comme ça qui œuvrent à changer, alors je pourrais parler de Greenpeace, tu as parlé d'Attaque, il y en a tant et tant qui justement ont une action dans la société. Le nombre dans lequel tu as, sans compter toi, ce que tu as mis en œuvre d'associations, de participation comme ça, politique, culturelle, sociale, voilà, tu les compterais Il y en a des dizaines, par lesquelles je suis passé, brièvement ou pas. Il y en a des dizaines, ou des choses que j'ai voulu mettre. Oui, il y en a plein. En fait, je pense avoir fait le tour de à peu près toutes les mouvances possibles et imaginables dans la contestation. Depuis l'extrême gauche post-68 jusqu'au mouvement écologiste extrême alors pas les mouvements véganes qui sont venus après. Là j'avais déjà quitté l'histoire, mais
mais juste avant, quoi. Vraiment, je pense avoir exploré à peu près tout ça, Il y a toutes les mouvances. un élément que j'ai trouvé important dans ce que tu écris dans ton livre, ton passage, c'est le côté mégalo dont tu parles, à savoir, j'ai la solution, je vais avoir une tribune pour le dire, d'où les projets, hein. Et quelque part, c'est intéressant parce que tu parles de Marx ou d'attaque ou de celui qui arrive avec sa valise, etc., et qui veut que tout le monde prenne les objets de sa valise sans avoir à changer ou faire de concessions ou quoi que ce soit. Mais en même temps, moi, de ce que j'ai pu en lire, c'est que en fait, t'es pareil. C'est-à-dire que ta vision dans laquelle tu es persuadé que la solution, c'est comme ça, et qu'importe l'organisme ou l'œuvre pour laquelle tu travailles, quelque part, c'est comme si tu criais dans le désert. Et ce qui ressort dans tes écrits, c'est à un moment donné, tu dis, mais tu te sens évincé, incompris, mais putain, merde, j'ai la solution, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de public, pourquoi est-ce que j'ai pas une aura qui ferait que, pourquoi je n'arrive pas à passer un message, pourquoi je suis pas entendu, en fait. Et ça ressort régulièrement tout au long de ton écrit. J'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu justement parce que la dépression là dont tu nous parles quelque part, c'est pas tant en même temps le fait d'avoir œuvré à réaliser des choses dans la matière, c'est en même temps le fait de ne pas avoir été entendu. Et il n'y a rien à mon sens, il n'y a rien de pire que de ne pas être entendu, parce que ça veut dire ne pas être reconnu, et donc ne pas exister. Et quand on n'existe pas aux yeux des autres, je suis qui ? Et je crois que ça c'est extrêmement difficile, enfin parmi les différents éléments qui nous amènent à la connaissance de soi. Alors c'est un peu jusqu'au boutiste, hein, c'est un élément fondamental pour se revoir enfin, mais pas forcément agréable à voir. Donc comment tu peux nous expliquer un petit peu justement ce désir que tu as de clamer. Je veux dire, si tu mets en avant des pièces de théâtre, que tu fais des œuvres ou des mises en scène artistiques diverses et variées, où tu participes à toutes sortes d'associations, d'ONG ou que sais-je, que tu manifestes et autres, c'est quelque part, même sans pour autant, imaginons, attaque, tu souhaites non pas tant œuvrer au message d'attaque, mais c'est aussi peut-être, comme tu le mentionnais tout à l'heure, au sein d'attaque, de dire hey, les gars, écoutez-moi, on va à Marx, on va aller étudier, on va se poser les fameuses bonnes questions là en question. Ouais, mais même ça, merde, ils n'entendent pas. Comment tu gères quelque part un peu l'artiste maudit, le mec qui n'est pas entendu, quoi, pas reconnu. Ouais, quand tu veux absolument, quand tu cherches la reconnaissance avec cette quand tu cherches la reconnaissance et en même temps que tu la fuis parce que le truc il est là. Tu vois, ah ouais, il faut, tu vois, quand la connaissance de soi, ça passe par les choses qui font mal, comme tu le dis, hein. Donc ça suppose de se voir un peu, tu vois, avec sincérité, quoi. Oui, il y avait une volonté terrible de reconnaissance pour moi, et en même temps, je fuyais toutes les possibilités qui m'étaient données pour l'obtenir. Alors, il fallait que je l'obtienne, il fallait que je l'obtienne paradoxalement, négativement. Il fallait que je l'obtienne comme... il fallait que j'obtienne la reconnaissance de celui qui est contre, tu vois. Mais tu peux pas, puisque tu es contre. Donc, voilà. Tu cherches, en fait, à avoir l'adhésion de gens contre qui tu agis. Donc c'était absolument contradictoire et c'était casse-gueule. Et évidemment que ça ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe psychologique, une catastrophe spirituelle, une catastrophe matérielle. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment. Et c'est ce parcours-là que je raconte, c'est l'histoire d'une catastrophe. Simplement, dans cette catastrophe, tu trouves des éléments malgré toi. Et tu dis plus que ce que tu veux dire.
Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un parcours comme un autre qui a cette singularité-là d'être passé en effet par une démarche intellectuelle et artistique pour creuser un certain nombre de questions. Et voilà, c'est ce qui constitue la singularité de mon parcours et c'est ce que j'aimerais faire passer. Parce que j'imagine que d'autres vont s'y reconnaître. Je ne suis pas le seul à avoir traversé cette espèce de désert. Hein. Je pense que c'est même peut-être un trait générationnel. Certainement, tu vois, post-68, ben voilà, on est là, on cherche désespérément à se raccrocher à quelque chose, machin, qu'est-ce que je comprends de la société, mais où est-ce que je vais pouvoir militer, comment je vais pouvoir changer les choses, mais il faut absolument que les choses changent, et mais moi là-dedans, il faut que je sois reconnu aussi, parce que je dois exister socialement. Et en même temps, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, et que j'ai connu aussi, c'est que on voit la machine, le corps social qui s'affole, qui s'emballe, et que on voit le mur au bout du chemin là. On dit putain, il y a urgence là. J'en fais pas assez. Exactement. Dans ce à quoi j'œuvre, Ah oui, bien sûr. Là, il y a vraiment ce sentiment d'urgence. Oui, tout à fait. Je l'ai connu, évidemment. C'est vrai, parce que évidemment, en allant chercher, en creusant la mécanique sociale, tu arrives quand même assez systématiquement à une contradiction interne au système. Le système s'écroule. De toute façon, il ne peut que s'écrouler. Ça, c'est voilà. Tu arrives à un moment où tu vois l'écroulement. Ça ne peut pas être autrement. Ok. Donc évidemment, l'écroulement étant inéluctable, eh ben ton boulot, ça va être soit de le ralentir, ce mouvement, soit de le stopper. Et en effet, plus tu vois l'inéluctable, plus il y a urgence à le faire. Plus tu t'énerves, et plus tu veux absolument, et plus tu t'énerves, moins t'es écouté. Plus tu veux faire passer un message d'alerte, etc. Moins. Alors c'est Cassandre, tu vois, machin, ça va être la catastrophe ou l'appel au loup, enfin le qui crie au loup tout le temps. Après, on s'en fout, quoi. Puis tout le monde crie au loup, donc c'est inaudible. Tout le monde. Et ça a une part de vérité. C'est ça qui est le plus terrible, c'est que c'est vrai. Quand tu t'intéresses à vraiment comprendre le système tel qu'il est réellement, enfin en tout cas dans cette réalité matérielle projetée, ça fonctionne comme ça. En effet, il n'y a pas d'avenir possible. Aucun. Si ce n'est l'écroulement et la renaissance de quelque chose. Et voilà. Et c'est évidemment là où j'en étais. Et évidemment, plus je voyais ça, et plus j'étais amené à en faire. Donc j'ai fait une chaîne, j'ai fait un blog, j'ai fait une chaîne aussi YouTube où je me faisais oiseau de malheur, où j'annonçais ce qui allait se passer. Je critiquais aussi les formes. J'étais très, j'aimais bien les formules. J'étais assez doué pour trouver des formules qui ne portaient pas, mais qui me plaisaient bien. Par exemple, le libéralisme est un collectivisme. Ça, j'adorais. Ça me paraissait être ce qui est vrai. Ce qui est vrai au fond. Le libéralisme est un collectivisme. Alors tout le monde parle d'individualisme. Et pour moi, c'était pas un individualisme du tout. Puisque ça consistait pas à faire que les individus s'épanouissent. C'était au contraire un système qui les enfermait, qui les aliénait et qui les enfermait dans la machine. Le contraire de l'individualisme. C'était pas un individualisme positif, c'était un collectivisme. Le collectivisme de la marchandise, le collectivisme, mais diffus. Et là, Debord était précieux pour cette compréhension-là, parce que le spectacle, alors il voyait dans le monde s'exprimer un spectacle unique, qui prenait deux formes différentes à son époque, la forme concentrée en URSS et la forme diffuse aux États-Unis, qui devait, selon lui, et ça s'est fait, donc il y a une prédiction réalisée, un système intégré quand les deux fusionnaient. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les deux systèmes, tu as une part des deux. Tu as le collectivisme et tu as le système diffus, le pseudo-individualisme, les deux. Mais en fait, la réalité, c'est que la liberté, c'est la liberté de la marchandise. Cette liberté, c'est la liberté de la marchandise et pas de l'individu. Donc là, voilà. Alors j'aimais bien les formules comme ça, tu vois. Ma chaîne, il y avait un mouvement artistique que je voulais lancer qui s'appelait le cunisme.
Le cunisme pour prendre le contre-pied du cynisme, tu vois, qui me paraissait être l'état d'esprit de la société. Cynique, totalement cynique. C'est-à-dire que les choses vont comme elles vont, laissons-les, résignons. Après moi le déluge. Après moi le déluge. C'est le cynisme pur et simple. Et donc pour lutter contre ça, j'avais non pas inventé, parce que je l'avais repris à un philosophe qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle Sloterdijk ou Sloterdijk, qui est un Allemand d'origine néerlandaise, et qui a écrit un truc qui c'est vraiment superbe, qui s'appelle Bulle, un gros livre où il traite du rapport qu'on peut avoir intra-utérin entre le placenta avec le placenta en fait, comme autre. Et c'est très très intéressant parce que ça rejoint beaucoup d'éléments comme ça, de blessures intra-utérines avec des jumeaux. Ah ouais, carrément. Ouais, lui faisait ça, ce rapport-là avec l'autre, le placenta comme autre. Et on perd l'autre en naissant. Donc il y a une espèce de vide qui se crée. Et il faisait tout un élément avec les bulles, les représentations chrétiennes de saints. Ouais. Où il y a les bulles, etc. C'est un ouvrage passionnant. Hein. Et voilà. Et il y avait, c'est lui qui a inventé le mot cunisme en fait. Ouais, voilà. Il y avait un autre philosophe qui m'intéressait, français, lui, Bernard Stiegler, qui traitait de la technologie et qui était très important pour moi pour comprendre comment fonctionnaient ces prothèses justement. C'est lui qui introduisait le mot prothèse pour parler de la technologie, les prolongements en fait prothétiques sociaux. Voilà. Et donc cunisme, tu vois, par exemple, je voulais faire passer en fait, ce qui me motivait, c'était de changer le langage. Un peu, tu vois, Confucius, pour changer les choses, il faut d'abord changer le langage sur les choses. Et en effet, je voulais transformer les choses. Par exemple, j'appelais pas capitalisme le système actuel, mais prolétarisme, parce que capitalisme, c'est beaucoup trop abstrait pour moi, alors que prolétarisme dit exactement ce qui se passe, c'est-à-dire la transformation en prolétaire des individus. Aussi libres se pense-t-il, ils se transforment tous en prolétaires. Et d'ailleurs, le salariat augmente, quoi qu'on en dise. Les salariés, tu vois, ouais. Contrairement à ce qu'on pense, c'est contre-intuitif, mais il y a plus de salariés qu'il n'y en avait il y a 50 ans. De même qu'il y a plus de richesse. Donc en fait, tout le monde est de plus en plus soumis. Et donc, c'est le prolétariat. Pour moi, c'était prolétarisme le vrai nom du système. Alors, qu'est-ce qu'il en était dans ta démarche, et notamment essayer de comprendre comment ça fonctionnait, avec l'apparition notamment d'Internet, avec le système bancaire, avec peut-être certaines grandes familles à travers le monde, le capital qui est accaparé par ce qu'aujourd'hui on pourrait qualifier les 1%, le système financier, voilà. Et tout ça, dans quelle mesure est-ce que pour toi il était intéressant à travers tes œuvres, tes engagements divers et variés, de voir quel était leur taux de responsabilité? Est-ce qu'il s'agissait de les destituer, de faire quelque chose pour réveiller le fameux collectif, et comment tu t'y es pris? Enfin, voilà. Ouais, alors là c'est intéressant parce que c'est le fond de l'affaire. Pour reprendre un truc, tu vois, ces créations de mots là, alors c'est pas une création de mots, mais c'est une contradiction. On parle de conservateurs. Il y a un clivage qui existe et qui est très fort, sur lequel on s'attarde beaucoup, c'est conservateurs, progressistes. Bon, les conservateurs voulant conserver le système, les progressistes voulant le faire évoluer. Ok. Et en fait, tu te rends compte que les deux sont autant prisonniers du système. Les conservateurs voulant absolument conserver des éléments sociétaux, par exemple, d'un système que par ailleurs ils nourrissent. Ils veulent conserver quelque chose qui est détruit par ceux qu'ils nourrissent tous les jours. Le système prolétariste, puisque je l'appelais comme ça, est nourri tous les jours par ces mêmes conservateurs qui vouent un culte à la marchandise, et qui par ailleurs demande que la marchandise ne fasse pas son travail de destruction des communautés, par exemple, des religions instituées, etc., etc. Donc il y a une contradiction dans les termes. Donc un conservateur ne conserve rien. Un progressiste, lui, s'inscrit dans une évolution. Mais précisément, comme je le disais pour 68, il fait évoluer quelque chose
qui évolue tout seul. Donc en fait, il s'inscrit en suiveur de ce qui est de l'injonction sociale. La marchandise donne la direction, les progressistes suivent et croient dominer, gouverner le truc, croient diriger le truc. Alors c'est marrant. Croient piloter le machin. C'est marrant parce que effectivement, il y a cette notion avec tous ceux qui ont abordé les écoles de gestion d'économie de Chicago, etc. Cette idée que de toute façon, le capitalisme libéral va s'auto-gérer, que faut le laisser œuvrer, qu'il va se rétablir, qu'il y a effectivement des cycles. Tout à fait. Et voilà. Alors c'est intéressant parce que d'un autre côté, il parle de cette machine comme étant un organe ou un organisme vivant, indépendant. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils se mettaient en dehors de ce mécanisme, et en même temps, c'est eux qui œuvrent tous les jours à prendre le pas sur les États, le pouvoir sur le marché, etc. Bref, à construire cette fameuse lutte des classes dont parlent les pinceaux Charlot, les riches contre les pauvres, pour faire ça, ou le prolétaire dont tu parles. Donc, quand tu fouilles tous ces mécanismes divers et variés, est-ce que tu y attribues une responsabilité, comme je viens de le préciser, vis-à-vis de ces gens progressistes ou conservateurs qui parlent d'un système soi-disant autonome, alors que quelque part aussi ils y contribuent, ils le nourrissent. Ouais, et là, je dois dire que là, justement, ça va faire un peu, je pense, le lien vers... parce que ça va décrire vraiment l'impasse dans laquelle j'étais, mais pas dans laquelle j'étais moi, dans laquelle beaucoup de gens sont. La responsabilité, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que il faut pouvoir penser sur plusieurs plans différents en même temps. Ce qu'on se refuse à faire en général. Voilà. On voit un plan de réalité, c'est la réalité. On voit un autre plan de réalité qui contredit la première, on dit ah bah c'est le plan de réalité, l'autre n'existe plus. Souvent, il faut faire deux plans, voire plusieurs plans superposés qui agissent en même temps et qui ont une réalité en même temps. Et là, dans ce que tu dis, justement, il y a matière à explorer ça. Le niveau de responsabilité, il y a une responsabilité évidente de personnes qui profitent du système plus que d'autres. Là, on est dans la lutte de classe purement marxienne. Certains profitent du système plus que d'autres, c'est un fait. Et ils ont tout intérêt à maintenir le système, à s'accrocher au système et à le nourrir. Bon, tandis que les autres l'ont moins. Donc évidemment, ce sont eux les principaux responsables sur ce plan-là. Et il est tout à fait légitime que ceux qui se trouvent dans la situation inférieure luttent contre les premiers. Ça me paraît évident. Ça, c'est un premier plan. Mais il y en a un deuxième. Ce deuxième plan, c'est le plan de l'automate. C'est précisément le plan du corps social fonctionnant pour lui-même, par lui-même. C'est-à-dire la marchandise, la valeur s'auto-valorisant et fonctionnant pour son auto-valorisation. Et là, sur ce plan-là, en fait, toute responsabilité disparaît. Parce que finalement, celui qui en profite le plus sera tout autant mangé par le système que les autres. Et c'est là où je trouvais, moi, la limite de Marx. Et c'est là où le spirituel avait une place, que je ne comprenais pas. Parce qu'évidemment, si il n'y a plus de responsable, si tu as affaire à un automate, toi, en tant qu'individu prisonnier de cet automate et le nourrissant, c'est-à-dire en étant à la fois extérieur et à l'intérieur, puisque tu le vois, certes, mais tu es à l'intérieur et tu y participes, comment faire ? C'est le problème que tu poses pour le changer. C'est quoi le levier ? Là, il disparaît le levier, parce que quand tu es sur le premier plan, tout est parfait. Tu es victime du système, il y a des responsables du système, tu les désignes, tu luttes contre eux, tu les détruis, et logiquement, le système devrait devenir meilleur, puisque tu étais victime du système, donc plus de classe, machin. C'est la théorie marxienne. Lutte des classes avec victoire du prolétariat à la fin, et absence de classe, donc paradis sur Terre. Ok. Sauf que ça ne marche pas, puisque, justement, chaque individu, que ce soit
un camp ou l'autre, un camp ou l'autre, nourrit le système. C'est-à-dire que le système est sa projection. Et c'est là où il y avait un relais avec ce que j'ai connu, ce que je connais depuis 2 ans, mais un relais qui restait flou et qui se précise aujourd'hui. Comment fonctionne cette projection? Quelle est ma puissance par rapport à ça? Est-ce que je suis victime de cette... Pas complètement. Parce que là, tu vois bien là. Oui, la matrice. Voilà, comment on pédale dans la semoule. On commence et voilà, c'est la situation dans laquelle j'étais. Je pédalais dans la semoule, réellement. Tu vois, j'étais le petit rat qui tournait, le machin, parce que voilà, la roue s'inversait, je voyais le truc. Je me retrouvais de l'autre côté. Je disais, ah merde, oui, mais tu vois, il y a les deux plans qui sans arrêt faisaient de. Donc je me suis beaucoup intéressé à toute la dissidence française, par exemple, qui désignait exactement comme le faisait le marxisme orthodoxe. Hein. Sauf qu'au lieu de désigner des capitalistes, ils désignaient la gauche post-68, bon bref. Les médias, l'Europe, les Américains. Les grandes familles, des communautés tenant le truc, des Illuminati prenant possession. Bref, tout ça, j'ai côtoyé tout ça. Enfin, je me suis... j'ai exploré un peu tous ces trucs-là. Et c'est vrai, quand tu es dans... Voilà, il suffit de désigner, en fait, tu es victime, tu désignes un coupable. Ouais, le bourreau. Le bourreau. Donc c'est super. Et puis voilà. Après, il y a le sauveur, hein, qui prend sa place aussi là-dedans. Ouais. Tu es dans le triangle, c'est parfait. Tout le monde y trouve son compte, c'est parfait. Sur ce plan-là, c'est nickel. Tu peux envisager une société soi-disant meilleure. Sauf qu'on ne te dit pas de quelle manière cette société future serait libérée de tes projections. Puisque la première était ta projection, la deuxième le sera aussi. Tu n'as rien guéri, tu n'as rien changé en toi. Par conséquent, il y a beaucoup de chances que... Et c'est là où je... Tu vois, là, c'est buté, ouais. Aller-retour. Les victimes se révoltent, tuent le bourreau. Ok, elles deviennent bourreaux elles-mêmes. Alors, elles prennent la place du machin. Le bourreau, en plus, parfait, qui disparaît aux yeux de la victime, donc d'elle-même. Le prolétariat, s'aliénant lui-même, c'est le rêve du marxisme, en fait. Et c'était pas du tout le mien. Et je voyais, si tu veux, cette contradiction. Dichotomie, mais je tournais en rond parce que je voyais pas comment se passait cette projection. La société, je l'avais en moi. En fait, je voyais bien que pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle soit nourrie, cette société que je voyais comme étant injuste, etc., il fallait que je la nourrisse moi. Pourquoi je ferais exception? C'est là où on se replace dans le truc, tu vois. Là, tu redescends un peu de ton piédestal, c'est-à-dire que tu regardes les choses, oui, et j'ai fait ça, en effet, un peu mégalomaniaque. Je vais vous dire ce qu'il en est de la société. Je la comprends de l'extérieur. Regardez comme c'est admirable, je vous projette, tu vois, un film, machin, voilà, ça fonctionne, ou sur un tableau noir, tu vois, par A plus B, équation, voilà la société que vous vivez, que je vis aussi. Et il suffit de comprendre l'équation là que je vous montre pour qu'elle change, puisque vous allez être révolté comme moi, vous allez machin, et boum, c'est terminé. Non. Non, parce que là, ce qui me manquait dans mon équation personnelle, c'était précisément l'implication de moi avec c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait en moi de cette société, ou quelle faille il y avait en moi pour que cette projection existe. Voilà, c'était ça la question. Et là, il y avait tout à coup une possibilité de récupération du corps cosmique. Enfin, voilà, il y avait potentiellement un retour. Donc, en réalité, ce sont les éléments les plus contradictoires avec ce que tu appelles la transcendance, tu vois, depuis le début, en essayant de me faire dire ce qu'il pouvait y avoir, tu sais. En fait, c'est les éléments de la matière elle-même qui me donnaient les éléments pour la direction. Alors, justement, arrive donc la quarantaine, crise, là pour le coup, crise de la quarantaine, tout s'effondre. Au moment où tout s'effondre, quand on touche le fond, soit on trépasse, soit on rebondit, et voilà. Ce qui est intéressant, au regard du sentiment que tu aurais à ce moment-là d'être coupé
de cette transcendance ou du corps cosmique, parce qu'il y a le corps social entre, hein, voilà. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, on nous vend le bonheur. Alors la sauce du bien-être, placebo ou non, toutes les thérapies possibles, imaginables, toute la sauce de la spiritualité, New Age, enfin bref, c'est un chiffre d'affaires, je sais pas combien de millions ou de milliards dans les livres, les films, enfin bref, voilà, c'est un marché, une marchandise. Donc, ce qui m'intéresserait à ce moment quand tu es au fond, c'est finalement qu'est-ce que tu envisages pour, entre guillemets, aller mieux? Est-ce que tu décides de te ressourcer, si je puis dire, dans la nature, comme lorsque tu étais gamin? Est-ce que tu vas lire certains ouvrages de psychanalyse, Freud ou autre, enfin que sais-je? Si tu as cherché durant tant d'années à comprendre comment le monde fonctionne, le fameux corps social, est-ce que peut-être, là aussi, il y en a qui s'y perdent aussi, à essayer de comprendre comment fonctionne l'humain, la psyché, la conscience, le cerveau, enfin bref, il y a des tas d'ouvrages aussi dans le domaine. Donc, vers quoi tu te raccroches? Que penses-tu de tout ce merchandising du bien-être? Alors, il y a deux éléments dans ta question. Il y a le parallèle, parce qu'en parallèle, évidemment, je cherchais à comprendre le monde, mais en même temps, je cherchais à me comprendre. Alors, oui, en effet, j'ai lu Freud, Lacan aussi un peu, et d'autres, et Jung, et d'autres études de la psyché. Mais aussi des ouvrages de vulgarisation scientifique qui me permettaient de mieux me comprendre aussi dans le monde, parce que arrivent aussi très tôt des éléments de la physique quantique qui vont être très très importants pour comprendre après comment peut se jouer justement le rapport entre l'individu et extérieur, intérieur, voilà. ouais. Ça c'est hyper important. Alors ça remonte très loin, hein, donc évidemment là c'est le petit pousset. Ramasser c'est beaucoup, on est obligé d'aller, mais il y a eu tout ça, il y a eu tous ces éléments là en parallèle. Et puis, pour répondre plus précisément à ta question, il y a eu, c'est pas vraiment, il y a ressources, parce que j'habitais à la campagne de toute façon, donc il y avait ce ressourcement là, existait et était présent dans ma vie. C'était extrêmement important. Mais en fait, je me suis enfoncé encore. C'est-à-dire, tu vois, il y a plusieurs manières de s'élever, je crois. Soit tu t'élèves directement vers le haut, soit tu vas au plus bas, tu creuses la matière au plus bas, parce qu'il y a la même lumière. Donc en fait, et d'une certaine manière, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est-à-dire, élever, je l'étais d'une certaine manière déjà. Mais j'ai creusé encore, tu vois. Donc après cette période de dépression... ça m'a pas empêché d'aller voir évidemment dans certains domaines spirituels, mais j'étais très agacé en fait, parce que depuis ma plus tendre jeunesse, il y avait à la fois cette fascination pour les bouddhistes et en même temps un agacement. C'est-à-dire que ce qui m'énervait chez eux, c'était... Qui bougeait pas. Voilà. Ça, longtemps, j'ai pas pu le comprendre, quoi. C'est-à-dire, je les trouvais égoïstes, résignés au système, même les outils. Pour moi, à certains moments, le New Age en général était un peu comme le mouvement de 68, si tu veux, l'aboutissement du système. C'est-à-dire que la marchandise demandait ces gens-là pour je sais pas, un peu boucher les trous, si tu veux, de la barque, quoi. C'est-à-dire que c'est comme tout s'effondrait tellement, bah il y avait alors là l'opium du peuple. On en revenait à Marx, ouais. Avec religion, opium du peuple, spiritualité, opium du peuple, compensation psychologique à un truc qui est inacceptable, tu vois. Voilà, moi j'en restais là. Donc évidemment, je fuyais un peu. Ah, ça c'est excellent ce que tu es en train de nous dire, Adrien. C'est énorme parce que bon nombre regardent justement l'effondrement avec ce sentiment d'impuissance et puis
et certainement à juste titre, dans une certaine proportion, à dire, mais c'est quoi tous ces mouvements, ces trucs, bisounours, bien-être, etc. Alors, ils y mettent, c'est un grand saladier, hein, ils y mettent tout, hein, en ne faisant pas la distinction entre différents éléments. Et on peut pas leur rejeter la pierre, pierre. Donc voilà. Alors quand tu vois ça, et je comprends combien de ce que tu nous dis par rapport au bouddhisme, l'équanimité, rester zen, etc. Donc quand tu vois ça, bah, malgré tout ce que tu comprends de l'être humain en ayant lu Freud, Lacan, Jung et tout le bordel, et d'avoir petit à petit, on va dire, travaillé sur toi, et finalement, bon, j'entends ce que tu as fait dans le fait d'aller dans cette œuvre au noir, d'aller au fond du fond, dans la matière, et quelque part, bah oui, tu vas déboucher sur toi. Alors, voilà, excuse-moi, je faisais juste un petit récap parce que je me marrais, je trouvais ça trop fort. Donc, vers quoi tu te diriges? Tu fais, tu t'accroches à quoi? Ouais, alors après, il y a cette alimentation-là, le changement d'alimentation qui a été assez important quand même, parce que ça ouvre. Hein, bon, c'est vrai. Quand même, tu commences à nettoyer quand même. Hein. Donc, c'est pas seulement physique. Et puis ensuite, bon, Alors pourquoi, d'ailleurs, excuse-moi, pourquoi t'es tourné vers l'alimentation Alors, c'était très bizarre pour moi parce que c'était un souci politique. C'est pareil. Et oui, j'expliquais ça à tout le monde, évidemment. Parce que généralement, c'est un souci de santé. Oui. On va vers ça parce que c'est mieux pour la santé. Oui. Pas pour moi. Moi, j'étais en très bonne santé. J'ai pas de problème particulier. C'est juste que, voilà comment je voyais les choses. Il y a très peu de choses qui dépendent de ta volonté. Mais il y en a une sur laquelle tu peux intervenir tout de suite, c'est sur ce que tu avales, sur ce que tu regardes, ce que tu reçois par tes sens. C'est-à-dire que soit tu veux avaler ça, soit tu veux pas. Tu as le choix. Tu vas dans un supermarché, tu peux prendre de la merde. Mais tu n'es pas obligé. Personne ne t'y oblige. Hein. Donc tu peux prendre autre chose. Et pareil pour l'alimentation en général, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de manger selon les normes établies. Tu peux aussi choisir, parce que tu as une conviction intime que c'est mieux pour toi, mais pas seulement d'un point de vue de santé. C'est mieux pour toi parce que c'est ta liberté. Tu exerces ta liberté. Donc c'est l'exercice de la liberté qui me motivait. Voilà. Ça, je peux le faire. Pourquoi je ne le ferais pas? Et bon, après, j'étais assez convaincu sur les choses que disait Seignalais et d'autres, hein, sur les maladies, des maladies qui sont dues à des déchets dont tu peux rien faire, à des, je sais plus, un encrassage, etc. C'est signalé, etc. Donc par des choses qui sont pas possibles, qui n'est pas possible pour l'organisme de digérer réellement, enfin de rendre utile pour lui. Et donc qui stocke et qui crée après des maladies. Ça, je le concevais assez bien. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Mais il y avait surtout cet élément, j'exerce ma liberté, c'est tout. Voilà. Et je refuse de faire entrer dans ma bouche les éléments que je jugerais, moi, pour des raisons X, nocifs. Voilà. De la même manière que je refusais de regarder certains trucs, la télé, etc., d'entendre certaines choses. Donc déjà, ce filtre-là, ensuite... c'est important, ça. Voilà. Et ensuite, il y avait des exercices. Depuis très très longtemps, depuis des années, je médite pas. Je suis pas en position zazen à méditer. C'est pas mon truc. En revanche, je peux me mettre tous les matins à faire des prières d'une certaine manière et à faire des mouvements un peu de qigong, d'échauffement de qigong. Et ça, je le fais tous les matins depuis des années. Donc, c'est pas une pratique à proprement parler spirituel, mais c'est déjà un premier élément, si tu veux, de ce que Sloterdijk, justement, un système d'exercice. Il appelait les systèmes spirituels des systèmes d'exercice. Parce qu'il y a toujours, c'est vrai, finalement, une façon d'exercer son corps. Tu vois, un rapport au monde et à soi-même qui passe par des exercices du corps. Ne serait-ce que des exercices de respiration ou des exercices qui consistent à laisser ton mental... faire sans jugement et sans l'arrêter. Bon, voilà, ça, ce sont des systèmes d'exercice. Et moi, je suis dedans. Sauf que voilà, c'était. Donc tout ça en parallèle, si tu veux. Donc ça fait. C'est important. C'est super important. Voilà. Ouais. Et donc où il y avait l'impasse, il y avait le fait de creuser. C'est vrai, il y avait un peu de ce rapport à l'œuvre au noir, c'est vrai.
chercher la lumière dans l'obscurité parce que ça n'est que lumière. Donc de toute façon, où que tu ailles, tu vas trouver la lumière pour peu que tu y ailles vraiment sincèrement et profondément. Si tu t'arrêtes, alors c'est là où... Une strate, ouais. Quand Voilà. tu penses c'est arrivé. Bon voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où tu ouvres la possibilité que des strates puissent être pensées en même temps, que là, la lumière peut passer. Parce que tant que tu restes sur un strate et que c'est que ça la réalité, c'est fermé. Si tu as deux strates déjà qui se contredisent et qui fonctionnent quand même en même temps, là déjà on est dans l'yin et le yang, tu vois, on est dans les oppositions qui s'imbriquent et des trucs, c'est une totalité. Mais polarisé parce que nous sommes polarisés. Bon, on ne peut pas y échapper, c'est la dualité de l'incarnation de la vie humaine. Bon, ça, on ne peut pas y échapper. Hein. Simplement, on peut la voir surtout et décider qu'on on peut regarder les choses sur des plans différents et que ce soit pas que ce soit contradictoire, mais que ça puisse être pensé en même temps et que ça soit contradictoire et en même temps uni dans une même forme. Donc je reviens sur ta descente là pour le coup. Alors c'est intéressant que tu aies fait cette mise au point sur, on va dire, la nourriture touchée, visuelle, auditive, où tu exerçais ta liberté. Pour le coup, elle est très importante parce que si on est une antenne émettrice, réceptrice, bah, c'est déjà qu'est-ce que j'accepte de recevoir comme information. Que ce soit le sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat. Voilà, c'est extrêmement important parce que ça conditionne effectivement la nourriture que je vais donner aux autres. C'est ça. Cependant, alors c'est aussi intéressant parce que tu nous parles de ce régime que tu as commencé à faire avant de descendre un peu plus profondément. Juste pour faire une petite aparté pour ceux qui nous écoutent, quand on a été pendant très longtemps habitué à manger, qu'importe la qualité de la nourriture, le moment où on décide de faire une diète ou de mettre le corps en repos, pour une fois, l'organisme n'a pas à consacrer l'énergie à éliminer. Et qu'est-ce qui va, éliminer dû à la digestion, ce genre de choses. Donc le foie et tous les organes qui servent en tout cas à l'élimination des déchets vont se dire chouette, on va pouvoir se consacrer à 200% à l'élimination des déchets dans la lymphe, on voyait tout ça. Et c'est là qu'apparaît, tiens, des rhumatismes, tiens, des boutons, tiens, l'urine bien jaune, etc. Donc c'est pas en fait quand on arrête, on va dire, quand on fait une purge, c'est vraiment là où on ouvre les vannes pour enlever la grosse merde, quoi. Donc en fait, moi ce que j'ai comme sentiment, c'est que en amont de ta dépression, tu as commencé à ouvrir les vannes de la purge, qui s'est, on va dire, qui est passé du physique au psychique, forcément. Pour le coup, c'est tous tes anciens schémas, c'est comme si ils avaient été nettoyés, mais ils sont anciens. Donc ta descente, entre guillemets, elle vient du fait que, pour le coup, tu es sur un espace vierge, et waouh, ça peut faire peur, ça peut faire mal, finalement, il y a le champ des possibles, quoi. Je fais quoi, je vais où, comment je me définis maintenant, puisque j'ai arrêté de me définir comme je me définissais avant. C'est un peu comme ça que j'aurais tendance à voir ton entrée. Il y a quelque chose qui s'est fait en deçà de la conscience. Alors c'était dirigé, il y avait une volonté d'aller vers ça, parce que si je suis allé vers cette alimentation là, ouais. Ça te correspondait bien. Il y a une volonté, il y a une volonté manifeste. Il faut y aller, il faut le faire. Les exercices physiques, il faut les faire. Donc l'intellect et le mental, t'es dans la volonté, t'es dans la conscience. Bon, mais en même temps, évidemment, ça provoquait à l'intérieur des changements que je ne percevais pas, en fait, et que j'ai perçu après. Donc en fait, ça a été une longue maturation, une longue ouverture, en fait, justement, pour laisser le passage à autre chose. Et ça s'est manifesté des années plus tard. C'est-à-dire cette dépression, c'est 2005, le changement d'alimentation, c'est vers 2010. 2017, j'arrive à Montpellier. Donc tu vois, c'est long. Hein. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps.
j'étais extrêmement, extrêmement fermé. Pour que tout à coup un nouvel éclairage se manifeste, il a fallu passer par tout ça. J'ai bien conscience qu'il y avait des opérations de nettoyage que je prévoyais, quoi, mais j'avais pas, c'était pas dans une volonté et je croisais des gens à l'époque qui auraient pu, hein, me tendre la main vers des connaissances, mais je les refusais pour la raison évoquée précédemment, c'est-à-dire que L'opium du peuple. voilà. Donc, tu vois, tu es, oui, t'as des possibilités. On te donne, tu vois, des chemins. On te tend la main, mais tu ne la prends pas parce que c'est pas le moment. Parce que pour toi, il faut encore qu'un nettoyage s'opère. Il faut encore que la lumière pénètre plus profondément ou que tu ailles plus profondément dans l'obscurité pour aller la chercher. Bref, il faut que ça fasse son œuvre à l'intérieur de toi sans que tu en sois conscient. Si tu maîtrises les choses, il y a de grandes chances que ça aille toujours dans la même direction. Le mental, Bah oui, dans le connu. il va dans le connu, donc il faut ouvrir des choses, mais finalement, tu le fais sans t'en rendre compte. Moi, j'avais le sentiment de revenir, pas de revenir à des éléments comme ça, mais simple. Et il a fallu une parole, il a fallu quelque chose, un élément déclencheur qui me fasse comprendre, qui mette les choses en perspective et qui construise le puzzle. En fait, toutes les pièces étaient éparses. Il y avait des éléments comme ça qui existaient, qui vibraient à l'intérieur de moi. Il y avait des nécessités, il y avait des réponses que je devais obtenir et ça s'organisait pas. Il y avait pas d'aimantation, ça restait dispersé. Et puis il y a eu une parole ou un ensemble d'éléments très ramassés dans le temps qui ont permis que tout à coup le puzzle, boum, et que l'évidence Alors tu parles d'une parole, alors je sais pas si on fait référence à la même, parce qu'il y a eu je crois que c'est ton cousin Ouais. qui est important dans cette histoire. Ouais, d'abord il y a l'arrivée à Carnon, parce que donc j'étais Oui, en Bourgogne, ouais. et puis bon, voilà, cette impasse, la projection, tout ce dont on a parlé, l'individu, le corps social, etc. Là, c'était terminé, quoi. Là, c'était fini. Je pouvais plus plonger plus profondément. Il n'y avait plus rien. C'était le néant. Donc c'est soit je continuais et puis j'allais disparaître dans le néant, soit je partais et un champ s'ouvrait. Donc la nécessité s'est manifestée. Il y a eu une nécessité pour moi de quitter le lieu où je vivais pour aller en direction de la mer. Alors, ce qui m'intéressait, c'était le sud. J'ai toujours été attiré par le sud. Alors Il fallait que excuse-moi, j'aille juste avant que tu nous parles du sud, là est-ce que tu es toujours avec ta femme ou Non, pas? non, je suis séparé de ma femme depuis 12 ans déjà, même 14 ans. Je... Donc et à quel moment tu pars dans le sud? en 2017. Donc Donc je c'est suis... après votre Ah oui, séparation? oui, Longtemps après? longtemps après, j'ai eu d'autres compagnes D'accord. entre-temps. Mais il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu une séparation aussi qui a un peu provoqué les choses. Une dernière séparation en Bourgogne qui a fait que, certainement, qui a été un peu un élément déclencheur du départ. J'allais te demander justement la place des femmes dans ce processus de prise de conscience. Pas très importante cette place. Très très importante. En fait, ouais, les femmes ont toujours eu une influence dans ma vie extraordinaire. Ouais, ma mère, mais après, elles étaient, une- oui, c'était à chaque fois des mains tendues. Le hasard passait par les femmes. Le boulot à la colline, c'est une amie qui m'a appelé, machin. À chaque fois qu'il y a eu un problème dans ma vie, il y avait une femme qui. Les femmes ont jalonné mon parcours. J'ai pas eu des quantités, tu sais, je suis pas du tout dans l'accumulation ou la, la collection. Je suis pas dans la collectionnite du tout. Je suis resté avec ma femme très très longtemps et on s'est séparés. Je suis parti et j'ai connu d'autres femmes. Mais
elles ont eu un rôle très important et certaines étaient une en particulier était dans ce domaine-là, dans ce domaine de la spiritualité. Et c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là beaucoup d'informations qui sont arrivées. Énormément d'informations. De quel ordre, si c'est pas indiscret? D'ordre de cette spiritualité que je refusais. Donc des éléments qui m'arrivaient, mais que je n'intégrais pas, que je refusais. Donc, tu refusais? Je refusais. Ces éléments-là, donc il y avait un conflit, c'est-à-dire qu'elle était dans ce registre-là. Moi, je ne l'étais pas, je persistais dans l'effort de compréhension. Donc il y avait un hiatus, il y avait conflit, véritablement. Mais ces éléments-là ont pénétré. Petit à petit. Petit à petit, ont infusé. Et donc, en fait, il y a eu des passeuses, je pense, et c'est vrai. Et les femmes ont eu un rôle extrêmement important dans ma vie. Extrêmement. Donc voilà, c'était juste pour savoir ça. Donc je te laisse reprendre sur... Bon voilà, et à la suite de cette séparation, et puis pour d'autres raisons, je décide de venir dans le sud. Et par hasard, alors là ont commencé toutes les synchronicités, toutes les choses un peu curieuses qui se passent dans la vie quand on lâche prise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je décidais que c'était basta, c'est pas possible comme ça, c'est pas possible de continuer comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, à ce moment-là, curieusement, les choses s'organisent d'elles-mêmes et en dehors de toute volonté. Je veux venir dans le sud, donc il y a action. Il faut qu'il y ait action, il faut qu'il y ait démarche, il faut qu'il y ait... tu t'inscris dans la matière, tu es dans la matière, tu agis. Mais il y a une volonté, ok, mais sauf que j'avais aucune idée de où j'allais arriver, comment, etc. Et j'ai décidé en août 2017 de venir 3 jours à Montpellier pour trouver un appartement. C'était la base. Hein. Et 3 jours, c'est rien. Voilà, en fait, tu peux pas. Bon, et c'est vrai que 3e jour, j'avais rien. Et puis je réponds à une petite annonce, machin, avec un truc minuscule sur la plage, machin et tout. J'appelle l'agence, la nana de l'agence n'est pas là. C'était un mercredi, elle travaillait pas le mercredi. Ok, d'accord, bon bah c'est fini. Moi je rentrais le lendemain. Et puis je vais à Carnon, si c'était à Carnon, je vais à Carnon, puis j'essaye de voir où se trouve cet appartement. Je tombe sur l'agence. Je ne savais pas qu'elle était là. Je tombe sur l'agence. Je rentre dans l'agence. La personne que j'avais appelée, qui était censée ne pas être là, était là. Elle me dit oui, l'appartement, machin. Oui, mais il y a déjà quelqu'un sur l'affaire. Le truc, c'était genre 200 €, tu vois, pour un 9 mètres carrés sur la plage. 200 €, il y avait un dossier déjà. Je me dis, bon, bah, c'est fou. Parce que là, tu comprends. Ouais. Bon. Et ben, le lendemain, en fait, c'était fait, quoi. Il y avait... le dossier n'est pas passé. Une série de trucs qui font que j'atterris 1 mois plus tard sur cette fameuse plage. Donc j'arrive dans cet appartement, donc c'est un placard, hein, entendons-nous bien. Sauf que c'est sur une terrasse magnifique, face à la mer, sur la plage. Donc la mer est à 20 mètres de moi, en permanence. 20 mètres, 50 mètres, plus ou moins, machin. Voilà. Donc j'arrive à cet endroit-là, et je prends tout comme... je remercie, quoi, gratitude, parce que... voilà, tout est... Alors après, et puis acceptation, c'est-à-dire que acceptation acceptation de la vie qui coule en toi. Donc tu acceptes, tu remercies, et puis tu sais pas pourquoi, et tu sais pas pourquoi tu es là, mais tu y es. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens que cet endroit t'attend. Tu sais que cet endroit était nécessaire pour toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et je commence alors cette fois à méditer, mais pas, c'est pareil, méditation assise, j'aime pas. Donc je commence à méditer plutôt les pieds dans l'eau, tu vois, faire des exercices. Alors au début là je faisais beaucoup de musculation aussi. Bref, toujours le corps et puis beaucoup les pieds dans l'eau. Bon, et puis mon cousin sur ces entrefaites, c'est vrai, me rend visite et ce cousin s'intéresse aux pierres. Donc il fait un peu de lithothérapie, mais aussi, il fait surtout de la taille de pierres. Il est vraiment là dans la matière, il taille les pierres, il s'intéresse aux pierres, à leur énergie, etc. Et on avait déjà eu des conversations sur la spiritualité, etc. Il arrive sur la plage, il vient m'apporter 2 pierres.
un quartz rose brut et une autre pierre qui... Alors il me dit que c'est un quartz fumé, mais j'ai un peu un doute dessus, qu'il avait taillé pour moi. Et les deux, évidemment, le quartz rose qu'il avait énergétisé pour moi aussi. Il m'offre ces cadeaux, pour moi, ce sont des pierres. Bon, ok. Sauf qu'à un moment, nous sommes sur la terrasse, nous conversons tranquillement, je prends ce quartz rose dans la main, je l'observe, je vois la lumière qui est à l'intérieur, etc. Je suis comme ça, il ne se passe rien, j'ai aucune pensée particulière. Et tout à coup, sans que les larmes me viennent, tout à coup, et voilà, et je me mets à pleurer pendant des minutes entières, sans savoir pourquoi. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe, avec cette pierre évidemment, mais elle est le relais. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se nettoie. J'étais en train de me nettoyer, j'avais vraiment cette conscience-là, c'était très fort. Et puis il s'en va, il me laisse les pierres, je m'en occupe, etc. Il est revenu l'année suivante avec une autre pierre, un saphir. Bon, les pierres ont fait, et soit sa visite a fait son œuvre, puisque peu de temps après, donc méditation sur la plage, de plus en plus de sensations, de choses un peu... Là, j'en avais fini avec les livres. Je pensais plus. Je voulais plus penser. Et même ça m'agaçait, quoi. Là, c'était vraiment la rideau, quoi. Et donc j'étais face à la mer, je regardais la mer, j'étais un contemplatif. Et je l'ai toujours été un petit peu, mais là, vraiment, je l'étais à fond. Je contemplais la mer, les levées de soleil, les couchers de soleil, et la mer, et le bruit, et les vagues, etc. Et puis, en tout début, à la charnière entre 2018 et 2019, je tombe sur YouTube sur Franck Lebvet. Juste avant que tu nous en dises plus, j'aimerais que tu puisses nous dire, si possible, qu'est-ce que tu fais sur le net, puisque tu parles de la vidéo de Franck. Alors je sais pas laquelle, parce que j'en ai fait 2 avec lui. Il a fait d'autres vidéos en plus de surcroît, donc c'est peut-être pas avec moi. Mais j'en ai fait une quand j'étais à la radio. Est-ce que tu écoutais la radio? Non, enfin j'écoutais la radio, mais pas... Non, oui, mais pas ici maintenant. Ici, ok. maintenant, non. Donc, est-ce que tu cherchais des vidéos, des thèmes en particulier, etc. Parce que je sais qu'il y a Franck et il y a d'autres personnes qui t'ont intéressé. Je sais pas si c'est venu après ou avant. Bref, qu'est-ce que tu cherches à travers les vidéos en question, et c'est laquelle, si c'est pas indiscret? Alors je cherche rien. Je cherche rien. Mais je crois que c'est ton interview avec lui à la radio. Hein. La première sur laquelle D'accord, je suis tombé. ok, la toute Mais première. en fait, je cherchais rien. Il se trouve que j'étais déjà, je suivais ton travail avec d'autres. Bon, il y avait eu Pierre Jovanovic, je suivais assez les revues de presse. Donc ça faisait des années, en fait. Alors peut-être, voilà, tout simplement. Je cherchais, en tout cas pas forcément dans ce domaine-là, parce que je restais un peu sur cette idée quand même, tu vois, que finalement le New Age, ouais, bon, ok, d'accord, mais enfin... J'étais intéressé moi individuellement avec une relation, mais c'est tout, voilà. Donc tu veux dire qu'elle t'est arrivée entre guillemets par hasard? Ouais, ça, je suis tombé dessus, mais comme on tombe dessus, comme j'étais tombé sur l'appartement, comme les pierres me sont arrivées, comme le reste m'est arrivé. D'accord. C'est tout, c'est comme ça, voilà. C'est parce que tu demandes. Tu demandes, on te donne, c'est tout. Ah ouais, ok, Par non, mais contre, je par trouve contre, c'est pas une mal. demande dont j'étais pas conscient. Je demandais rien, évidemment. J'étais sur YouTube simplement, voilà, je regardais des trucs, puis hop, je suis tombé. Et puis, comme ça se passe quand c'est important pour toi, tu t'y arrêtes et puis tu creuses. Et c'est vrai que cette parole a été le déclencheur, a mis les choses a organisé les choses en fait. J'avais besoin de cette parole hors New Age justement, hors un peu de spiritualité convenue, pour pour me ramener sur les rails d'une certaine manière. C'est-à-dire, en fait, voilà, oui, bon, tu t'es assez éloigné là, c'est bon, t'as aéré, c'est bien. Allez, viens nous rejoindre. C'est pas la peine de te cacher plus longtemps, t'as vu, tu vois, arrête de te cacher derrière l'arbre là. Allez, viens nous rejoindre dans la clairière là, tu vois, où on s'amuse, il y a un bon feu entre amis et tout ça. Moi, j'ai vécu comme ça un peu, tu vois. Et c'est vrai que c'est cette parole-là qui a déclenché le truc. Mais parce que c'est une parole atypique, c'est une parole de quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui dit vraiment,
qui parle aux gens de manière cash, qui dit les choses et qui parle aussi de New Age avec tous les faux semblants, les trucs, tout ce qu'on se cache à soi-même, y compris dans ces domaines de la spiritualité, parce que ça va très très loin, les couches de moi et de mental, d'ego, là, il gît là où on le soupçonne, où on soupçonne moins sa présence. Et voilà, et donc comment dire, il déconstruisait un peu tout ça, et je me disais, mais merde. Et puis surtout, il m'a permis de prendre conscience, de faire cette inversion de perspective, c'est-à-dire de plus voir les choses à l'extérieur de soi. Ça a été le passage définitif, parce que là, il n'y a pas de retour possible. Une fois que tu as franchi cette porte, il n'y en a pas. Il n'y a plus d'extérieur, c'est toi. Et ce qui t'arrive, c'est toi. Bien ou mal. C'est ce que m'a fait comprendre Franck Levet. Je voulais pas le voir, j'avais cette projection sociale, je voyais toute la misère du monde, c'était pas moi. Ce que je voyais, c'était pas moi. C'était pas moi, donc j'étais exclu du truc. Pourtant, je disais que tout le monde était dedans, mais sauf moi. Bon, eh ben, il y a un moment, si tu veux, on te fout une grosse claque et on te dit, bah regarde. Bon, et là, ça m'est apparu. Et là, c'est comme si on avait levé un voile, quoi. Merde. Et j'avais la solution depuis toujours, mais elle était devant moi, mais je la voyais pas parce qu'elle était trop devant. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment pris conscience qu'il n'y avait pas d'extérieur du tout. Et que ce que je voyais, moi, de la société, c'était mon interprétation, c'était ma vision de la société, et que ça correspondait aux blessures intérieures que j'avais, et que si je voulais la changer, cette société, j'avais pas à chercher un levier extérieur quelconque, j'avais à chercher en moi ce qui crée une faille pour qu'elle existe, pour que cette projection ait lieu. Voilà ce que j'ai compris de Franck Levet. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu toute une succession de gens. J'étais beaucoup plus Christophe Alain, on en parlait. Grégory Mutombo. Valérie Jesper. Enfin, après, il y en a eu une foultitude, et encore, et grâce à toi notamment avec Immédiat, qui permet justement un accès à des témoignages, à des paroles comme ça, qui t'aident à comprendre par l'expérience dite le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible, des parcours tracés qui t'aident. Forcément, tu vois bien ce qu'il y a comme relation. Ah ben oui, on est tous enfermés en fait dans le même cercle, et on a différentes manières d'y échapper. Et chacun a son parcours d'existence, a son parcours d'évolution dans la conscience. Et puis à un moment, ou pas d'ailleurs, ça peut ne jamais arriver, c'est pas grave. On est bien d'accord, chacun a son parcours, quel qu'il soit. Mais en tout cas, il y avait pour moi nécessité de découvrir ce champ-là, et je l'ai découvert. Alors qu'est-ce que ça a changé dans ton, j'allais dire, quotidien? Parce que là, la vidéo de Franck là, dont tu parles, c'est quelle année? 2017 oui, quelque chose comme ça, ouais. Ça correspondait d'ailleurs assez à... Ouais, c'était autour de mon arrivée à Carnon. Après, j'ai vu plein de trucs. Entre 2000 Christophe Alain, c'était plus loin. Ça devait être 2013 ou quelque chose comme ça. Enfin, peu importe. En tout cas, oui... ça a changé, comme à chaque fois, ça change tout et rien. C'est-à-dire que évidemment, faut pas imaginer, tu le sais bien, des choses spectaculaires. C'est juste une réintégration énergétique de choses qui sont à l'extérieur. Donc en fait, tu ramènes à toi des choses que tu mettais à l'extérieur, et par conséquent, tu pouvais pas réintégrer, et qui te propulsaient dans un univers incompréhensible et où tu trouvais pas de sens. Quand tu acceptes qu'il y ait plus d'extérieur, que tu ramènes ces énergies à toi, et ben finalement les choses entrent en cohérence et en résonance. C'est spontané. Tu n'as même pas besoin de... Donc, et puis finalement, après, quelles que soient les choses qui t'arrivent, puisque c'est toi,
En fait, il s'agit de t'examiner. Donc c'est la curiosité. Ce qui change fondamentalement, en fait, c'est le regard. C'est que les choses qui t'arrivent ne t'arrivent plus. Tu les projettes. Donc, et si elles t'arrivent, c'est vachement bien parce que tu apprends des choses sur toi. C'est génial. Le truc est pas bien. Génial, encore mieux. C'est ma projection. Putain, bah, l'univers devient, tu vois, au lieu de te creuser la tête dans des livres, à comprendre ton psychisme et machin et bidule, alors à l'intérieur, tu plonges en toi-même, tu trouves rien. Tu plonges en toi-même, tu trouves que le vide, tu trouves rien, tu dis d'où ça vient, tout ça. Tandis que si tu regardes à l'extérieur comme une projection de toi, c'est génial, mais c'est un livre ouvert, t'as même pas besoin de chercher. Les choses t'arrivent, là tu m'arrives dans ma vie. Voilà, bon bah là c'est bien. Bon. Ça fait du bien. Hein. Il y a des choses moins agréables qui me sont arrivées. Mais c'est pareil, tu prends les choses, mais ça t'arrive pas. Tu vas vers elles. Oui. C'est ça, ouais, ça vient en même temps. Ou oui. c'est projeté, ou c'est un autre truc. En fait, et donc c'est très difficile à exprimer. À chaque fois, on se retrouve dans une chose qui est difficilement exprimable parce que c'est une expérience à vivre. Alors tu peux la raconter, c'est d'ailleurs agréable. Et puis je pense qu'il faut le faire parce que justement, on t'a tendu la main. T'as témoigné. Tu l'attends à ton tour. Hein. C'est sûr. comme ça que je conçois ce truc-là. Tu l'attends à ton tour pour créer une chaîne. Un passage de relais. Hein. Et comme il n'y a pas de séparation, chacun joue sa note dans une partition générale. C'est ce que dit Franck Lebvet beaucoup. Et c'est là parfaitement. Enfin, je trouve que voilà, c'est. Voilà, alors, il s'agit de tendre la main, d'être dans une relation énergétique, dans une relation vibratoire, au-delà de ce qu'on peut penser, projeter, machin, des calculs qu'on peut faire. Alors machin, si je fais ça, il va se passer ci, et si je fais pas ça, non. Tu fais les choses, tu vois ce qui t'arrive, et puis tu vois ce que tu as vibré. Point. C'est aussi simple que... Donc en fait, la réalité, elle devenait super simple. Moi qui me compliquais la vie, tu vois, à essayer de comprendre mais ça devenait simple. Il suffisait que je regarde les choses. Et je me voyais. Mais pas moi seulement. Je voyais évidemment tout le monde à travers moi, toute la société. Je comprenais pourquoi je mettais les raisons dans les... Voilà. Alors... Un autre élément, question, ceux qui t'écoutent et qui n'en sont pas, qui n'ont pas ton regard et qui sont peut-être avec le regard que toi tu avais il y a une dizaine d'années, ils disent ah ça y est, on a perdu Adrien, il s'est fait embobiner par tous ces nuageux, il est complètement fou maintenant. Et la question qui reviennent, c'est oui, non mais Adrien, bordel, et la biosphère, et la géopolitique, mais merde, qu'est-ce que tu fous alors maintenant, ça y est, t'es devenu le bouddhiste, plus rien t'est égal, etc. Bah oui, alors là, oui, évidemment, bah ils sont dans la situation dans laquelle j'étais, c'est vrai, et ils me regardent certainement comme je regardais moi les nuageux, et ça ça leur appartient, j'ai pas à me préoccuper de ça. Si tu veux, ça c'est le regard que chacun porte sur les autres, ça leur appartient, moi ça m'appartient pas. Simplement, ce que je peux faire, c'est porter témoignage et dire mon parcours et dire l'impasse dans laquelle j'étais quand j'étais dans ce rôle-là de regarder les choses de l'extérieur. Et cette impasse-là, c'est une impasse universelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est justement parce que je suis arrivé à cette impasse et que je m'y suis confronté sincèrement et réellement jusqu'au bout que j'ai pris ce détour. Donc cette impasse, c'est la leur. Je leur dis sans embâche, avec tout mon amour, c'est une impasse. C'est une impasse totale. Il n'y aura pas de possibilité en regardant les choses comme ça. Il n'y a aucune possibilité, pour la raison que si tu regardes le système comme il est, avec simplement la réalité extérieure, c'est un système d'effondrement qui s'auto-détruit. On pourra me dire ce qu'on voudra. Alors après, on peut prendre les théories, tu vois, apocalyptiques. Tu peux prendre mais la théorie marxienne rejoint ces théories-là. C'est l'apocalypse.
c'est un effondrement et tu y participes. Et non seulement tu y participes quand tu le nourris volontairement, mais tu y participes, et ça je l'ai appris aussi par expérience, tu y participes aussi en te révoltant contre. C'est-à-dire que tu le nourris. Oui. Les deux éléments dont je parlais tout à l'heure, conservateurs, progressistes, se nourrissent l'un l'autre. De la même manière que l'extrême gauche nourrit l'extrême droite et l'extrême droite nourrit l'extrême gauche. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu luttes contre eux, tu le fais exister. Donc en fait, plus tu projettes une chose, plus tu la fais exister, plus elle sera forte. Donc en fait, la lutte ne sert à rien, puisque tu nourris. Et donc tu participes au système, énergétiquement en fait, tu participes au système, tu le nourris énergétiquement. Tu lui donnes à manger. Tu renforces tout ce que tu voudrais ne pas voir. Tu le renforces et même s'il y a une évolution, si tu vois, de confort, etc., c'est une évolution superficielle parce que ça peut s'écrouler du jour au lendemain, tout ce confort, ce truc que tu construis matériellement là. On sait bien, ça peut s'effondrer là demain matin. Bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est destiné à le faire d'une certaine manière si on continue comme ça. Donc là, et voilà. Et donc, lutter contre, c'est le nourrir. Et tu ne peux pas t'extraire de ça énergétiquement. Tu ne peux pas parce que tu es dedans. Tu participes à ça. Et quel que soit ton rôle à l'intérieur, négatif ou positif, tu participes au truc. C'est ça que tu apprends quand tu creuses vraiment, quand tu acceptes de voir les choses comme elles sont dans cet espace-là. Donc, pour en sortir, tu es obligé d'abandonner cet espace-là. Tu ne peux pas y rester. C'est impossible. Donc, en fait, c'est la logique qui m'a amené au spirituel et pas l'inverse. C'est la logique et même, tu vois, des recherches, quand je parlais de science, etc., ce sont des éléments scientifiques qui m'amènent à cette conclusion. Ce n'est pas du tout des méditations ou des sorties du corps. Pas du tout. C'est la logique. La logique m'amène à ça. Je ne peux pas résoudre des problèmes économiques par l'économie. Je ne peux pas non plus résoudre des problèmes sociaux par la société. Je ne peux pas résoudre des problèmes extérieurs par l'extérieur. Je suis obligé de les ramener à moi. C'est la simple logique. Et si le système perdure, c'est parce que je le fais perdurer. Moi, avec d'autres. Quel que soit mon rôle. Par conséquent, la logique, toujours, veut que, en bonne cohérence, tout simplement, en bonne logique, je sorte, je ne nourrisse plus le système. Comment faire? En lui donnant plus de nourriture. Donc en luttant plus contre, en le voyant comme une projection de moi. Donc en réintégrant, faisant ce retournement de la conscience, cette métanoïa. Et c'est le gant qui se... Bon, oui, ouais. Tu retournes le gant, c'est tout. Et t'as rien fait. T'as rien fait et t'as tout fait. Donc c'est rien et tout en même temps. C'est un petit geste de rien du tout. C'est une transformation de regard. Il y a une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Laurent Lévy. Très bien. Et j'aime beaucoup ces métaphores, ces images de télécommande, d'appuyer sur pause, le film, l'illusion qui se déploie devant toi. Tu peux l'arrêter et l'arrêtant, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui la regarde. Ce quelque chose qui la regarde, c'est qui? Puisque tu peux pas dire c'est je. Voilà. C'est tout cet espace-là qui s'ouvre. En fait, tu as rien fait, tu as juste changé ton regard, mais ce changement de regard, il ouvre un espace qui au départ est petit, mais qui devient de plus en plus, qui s'ouvre, qui devient immense et qui prend la dimension de l'univers entier, quoi. Et c'est juste un tout petit espace de regard. C'est juste le je et le quelque chose qui... Le cerveau ne crée pas la conscience, c'est la conscience qui crée le cerveau. C'est un truc scientifique. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas la spiritualité qui le dit, c'est la science. À partir de là, tu fais quoi avec? Tu continues à regarder le monde comme si le cerveau créait la conscience et comme si le petit mécanisme intérieur ou bien tu admets simplement les choses comme elles sont, simplement, humblement, mais ben voilà. Donc si la conscience crée le cerveau, c'est qu'elle préexiste au cerveau. Après, tout découle. Ça s'enchaîne, c'est-à-dire que ce changement de regard simple, ce changement de perspective, il t'ouvre un espace qui est infini. Et là,
Voilà. Et après, quelles que soient tes actions, ça n'a pas d'importance ce que tu fais. Et là, Franck Levet le dit bien. C'est vivre ta vie. Vis ta vie. Après, vis ta vie. Voilà. Si tu as envie de t'engager, ça n'interdit pas de s'engager. Évidemment, quand tu as une cause qui te... T'as des éléments comme ça dans la vie qui te gênent. Ça t'appelle. Tu peux évidemment militer. Et tu peux militer. Tu peux fonctionner dans des associations, apporter ton aide comme tu peux. C'est évidemment loin d'être interdit. C'est très bien. Mais à condition que tu prennes pas ça comme la fin du fin, quoi. Parce que si tu crois que t'es... Alors là, t'es dans la position, c'est pareil, quoi. T'es dans la position du sauveur, ça y est, t'es dans le triangle. T'es revenu dans le triangle. Non, fais-le, mais sache bien que c'est ton changement intérieur avant tout qui va faire que ta projection, si tu aides et que tu continues ta projection, la projection va continuer, il n'y a pas de problème. Si tu aides en ayant cette conscience-là, à ce moment-là, tu peux aider et puis sans charger énergétiquement ce contre quoi tu luttes. Alors aujourd'hui, Adrien, il s'engage dans quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Adrien? Bah, ce qui a motivé ton appel et ma présence ici, c'est un texte, et ce texte, il est né très spontanément, par nécessité, donc je continue à m'inscrire dans cette nécessité-là. Alors après, il y a des éléments d'énergétique, puisque une fois que tu as plongé dans ces éléments de ce regard, de ce changement de regard, où tout devient énergie, alors après tu tires les fils, quoi, et tous les fils sont toujours les mêmes, hein, pour tout le monde. Hein. Sauf que après, ce sont des éléments de choix, des choses qui correspondent ou pas à ta personnalité. Moi, je crois que je peux faire quelque chose dans le témoignage. Donc, j'imaginais de faire des conférences pour justement amener, porter témoignage de ce parcours par des conférences. Aider d'autres personnes peut-être à venir sur ce terrain-là s'ils le désirent, mais s'ils se présentent dans des conférences, il y a déjà une demande manifestée. C'est toujours pareil. Et je crois qu'en effet, je partage cette idée, hein, que de plus en plus, la demande grandit, c'est clair. Et donc évidemment, chacun peut s'inscrire dans cette et jouer sa partition. Donc des conférences, je m'étais imaginé ça, des soins énergétiques, je fais du Reiki, et puis surtout être le plus aligné possible et le plus en connexion avec cet espace-là et continuer à tirer les fils. J'ai pas fini, loin de là, de tirer les fils. Et d'ailleurs, pour moi, quand tu aides quelqu'un, c'est pas que tu aides, tu t'aides toi-même. Je vais pas apporter mon aide, j'ai rien à enseigner. J'ai pas à apporter une aide quelconque à quelqu'un qui serait dans... Non, je veux évoluer moi-même en conscience en partageant énergétiquement des choses avec des gens qui pourraient être intéressés, c'est tout. Et on avance ensemble, on est au même niveau. Il n'y a pas un enseignant, de la même manière qu'il y a quelqu'un qui fait du Reiki et le canal de Reiki, mais il n'est lui-même pas maître de quoi que ce soit. Donc c'est une demande, c'est une relation énergétique, une relation vibratoire, c'est là-dedans que je veux m'inscrire. Alors cette relation vibratoire, elle peut prendre toutes les formes possibles. La vie et ma vibration actuelle ou juste avant fera mon avenir. C'est tout ce que je peux dire. Eh bien, c'est, je crois, le mot de la fin. Ça fait une bonne deuxième partie et je crois que pour moi l'essentiel a été dit. Est-ce que tu souhaites peut-être rajouter quelque chose qui serait important pour toi, Adrien? Non, là tout de suite je vois pas. Je pense qu'on a abordé les thèmes et puis surtout le parcours. J'espère qu'il a été bien dessiné pour les gens et que certains pourront s'en saisir pour mieux comprendre ce qui leur arrive, par exemple. Écoute, en tout cas, l'intention a été posée. Après, le reste ne nous appartient pas. Absolument. Vous retrouverez, chers internautes, avec ton accord, j'aimerais bien mettre un paragraphe, un bon passage
alors, je sais pas comment on peut le qualifier, de livres, d'extraits, j'en sais rien, que je mettrai dans l'article consacré immédiat, de façon à ce que les internautes voient un petit peu la plume, ressentent le texte, quitte à te le demander par la suite, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis durant toute cette émission. Adrien, je te souhaite le meilleur pour la suite. Franchement, que des bonnes choses. Merci en tout cas, le meilleur de toi-même. On se tient au courant. Je vous invite, chers internautes, à ne pas hésiter à mettre un commentaire, à ne pas hésiter à contacter Adrien si vous le souhaitez. Vous avez son email, son numéro de téléphone sur l'article d'Immédiat qui y est consacré à cette émission. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. N'hésitez pas aussi à nous soutenir financièrement via une donation si vous estimez que nos programmes vous aident à cheminer. D'ici la prochaine émission témoin, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À bientôt.